Vous écoutez Le Parlementaire, podcast sur la politique québécoise, canadienne, américaine et sur l'actualité. Avec Cédric Fortin-Tremblay, Olivier Morin et Jérémy Nadeau. Cette semaine, les élections présidentielles américaines de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden. La guerre civile à nos portes. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue au 3e épisode du Parlementaire podcast politique. Mon nom est Olivier Morin. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va très bien. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous demander si c'est pas fait de soit vous abonner à la chaîne ou de mettre un petit like sur la vidéo ou sinon de également nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça serait très apprécié. C'est grâce à ces petits gestes comme ça qui font en sorte que la chaîne va pouvoir grossir et qu'on va pouvoir continuer à vous offrir encore plus de contenu. Donc, c'était juste un petit chose à dire là, avant le début de cette vidéo qui aujourd'hui va porter sur les élections américaines parce que comme vous savez, c'est actuellement la campagne électorale. On est exactement à 10 jours du scrutin. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais avant d'en parler, je vais prendre le temps d'accueillir mes deux collègues qui sont avec moi dans ce projet. Pour commencer, M. Cédric Fortin-Tremblay. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Oli, comment ça va? Ça va très bien, Cédric, et toi? Ça va vraiment bien. Donald Trump, ça, c'est un gros morceau. J'ai vraiment hâte d'en parler avec vous deux ce soir. Et la deuxième personne, M. Jérémy Nadeau. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Oli. Bonsoir, Cédric. Je suis très, très ravi ce soir de pouvoir un peu ouvrir la porte de ma tête, en fait, face aux analyses que j'ai faites récemment. Je réfléchis beaucoup ces temps-ci, puis je pense que qu'est-ce qui va se discuter aujourd'hui dans cette vidéo va être très pertinent et c'est des informations qui vont être utiles pour tout le monde, même que c'est possible qu'on soit les précurseurs de plusieurs choses qui vont se passer dans l'avenir. Effectivement, donc je vais juste commencer par dire un petit peu l'ordre de cet épisode. Pour commencer, donc, on va avoir une première partie qui va se porter sur Trump et son mandat, mais on va aller un petit peu plus loin que ça. On va même aller avant pour se mettre un peu dans le contexte de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on a vraiment un gros stand là-dessus. Et en deuxième partie, on va aller donc sur la post-élection. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer le soir du 3 novembre et par la suite, là, qu'est-ce qui pourrait se passer par après. Donc, je vais laisser commencer un de vous deux, les gars, qui veut se lancer là-dedans concernant le mandat de Donald Trump, si vous voulez bien. Qui des deux voudrait casser la glace? Je vais laisser ma place à Ced sur le mandat de Donald Trump ainsi que ce qu'il a fait et je vais me ajouter plein d'informations à ce qu'il va dire. OK. Mandat de Donald Trump, on se souvient tous du bon moment. On peut l'interpréter de différentes manières, mais en 2015, tant qu'il est descendu des escaliers roulants de la Trump Tower, dire que les Mexicains étaient des violeurs, toutes ces abominations-là, ça les s'est pédosatanistes. QAnon, tout ça. Shootout à nos deux amis Canon. Fait que lui, Donald Trump, déjà là, son élection, je te dirais qu'elle est quand même controversée. De 2015 à 2016, dans le fond, le début des primaires républicaines, qui a remporté le ticket pour la présidence de 2016, qui gagne l'élection. Toute l'affaire sur les Russes, tout ça, ça a été 4 années de chaos. Je ne sais pas comment que toi, Oli, tu vois le président Trump depuis son élection. Je vais être un peu honnête, là. Moi, en 2016, j'avais 16 ans, puis je suivais comme pas trop la politique. Puis je me rappelle que mon prof d'anglais en secondaire 5, non, secondaire 4, parce que j'étais en secondaire 4 dans ce temps-là, nous avait parlé comme un peu de Donald Trump et Hillary Clinton, puis il nous avait un peu montré le portrait d'Hillary Clinton. Puis honnêtement, je m'étais rendu compte que je me suis dit, crime, Hillary Clinton, Donald Trump, mais finalement, es-tu genre moins pire? Fait que je m'étais mis à encourager Donald Trump. Mais, tu sais, dans ce temps, j'étais peu ou pas informé. Tu sais, mon prof était peut-être quelqu'un d'extrême droite sans que je le sache réellement.
J'avais comme vraiment. Mais J'avais vraiment. Oh mon Dieu, Non, mais j'avais 2016, vraiment. une époque si c'est parce proche, que- mais si pure en c'est même parce temps. que j'avais vraiment un jugement par rapport à Hillary Clinton. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regrette un peu ça. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu devenir un fan de Trump, mais finalement, j'ai été capable, à force d'avancer puis de m'intéresser à la politique, que Trump, finalement, est complètement l'opposé de ce que je pense. Puis, tu sais, en 2016, Hillary Clinton n'était pas mieux. Je pense que, tu sais, on se rappelle de son père qui a passé avant elle. Tu sais, son père en tant que tel, c'était un problème aussi. Fait que je pense que ça ne l'a pas aidé. Mais néanmoins, moi, ce que je pense de Donald Trump, c'est que moi, je pense que la gestion de Trump a été la gestion de Donald Trump a été catastrophique. Puis, à mon avis personnel, je pense que euh, j'ai l'impression que les Américains ont besoin d'un changement pour le pays, puis je pense pour le bien de plein de trucs, parce qu'avec le Black Lives Matter, puis tout ce qui s'est passé, puis même le scandale des impôts qu'on va revenir tantôt, je pense qu'il faut réellement changer des trucs, parce que moi, je trouve que la situation aux États-Unis est grave, est très grave, et tantôt on en parlait, mais on parle quasiment on parle d'une guerre civile qui va quasi éclater dans pas long, là. D'ailleurs, Jay, je voulais t'envoyer la balle là-dessus. Parle-nous donc un peu de la situation aux États-Unis qui se détériore depuis déjà assez longtemps, Bien, même avant Trump. avant d'aborder ce sujet-là, Oli, j'aimerais revenir sur qu'est-ce que tu as dit plus tôt. En fait, tu sais, toi, tu disais que tu avais voté un petit peu pour Trump inconsciemment. Un peu, là. mais par la suite, je me suis rétracté. Mais c'est ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de mal à ça parce qu'il faut qu'on se replonge en 2016. En 2016, aux États-Unis, on crie pour le changement. Tu sais, aux États-Unis, on voulait avoir quelque chose d'autre que qu'est-ce que Barack Obama avait laissé. On n'avait pas vraiment de confiance envers nos politiciens. C'était un climat social un petit peu, comment dire, Étendu ou moi, je dirais morne, morose, quelque chose comme ça, on va dire. Borné, à peu C'est près. ça. Tu sais, les gens, quand ils passaient à la politique, il n'y avait pas nécessairement de passion, il n'y avait pas de... En tout cas, d'après ce que j'ai vu. Puis je pense que d'où l'importance de Trump à ce moment-là et d'où le fait que possiblement plusieurs personnes inconsciemment ont décidé qu'ils allaient voter pour Trump parce qu'il y avait besoin de brasser un peu le système aux États-Unis. Et je ne mentirais pas, j'étais secrètement une des personnes qui se disait « Et si c'était Trump, me semble que le scénario serait un petit peu plus différent, puis ça changerait de ce à quoi on avait été habitué pour toujours, parce que depuis toujours. Avec Barack Obama, je pense que si c'est Hillary Clinton qui avait gagné, possiblement que ça serait moins polarisé en ce moment, possiblement que ça aurait été beaucoup mieux que Donald Trump, mais je pense que plusieurs personnes aussi se sont dit secrètement et si c'était lui, me semble qu'il se passerait quelque chose, tu sais. Mais je pense que c'est ce goût-là pour qu'il se passe quelque chose qui a fait en sorte que les gens ont voté pour Trump. Après, est-ce qu'il a fait une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est pas ça la question. Je pense que les gens avaient juste besoin de brasser quelque chose. Puis ces mêmes personnes-là qui ont voté pour Trump, je dirais qu'aujourd'hui, elles sont moins enclins à voter pour lui parce qu'elles savent c'est qui est ce gars-là, à quel point c'est pas une bonne idée qu'il soit au pouvoir. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont rectifier le tir. Moi, Jay, honnêtement, je trouve que Donald Trump, c'est la pointe de l'iceberg dans tout ça. Dans le fond, comme tu dis, en 2016, là, les électeurs avaient goût de changement. Il faut quand même se dire que Donald Trump a 3 millions, moins de 3 millions de votes comparé à Hillary Clinton. Hillary Clinton, elle a gagné le vote populaire. Ouais. Il a gagné les États, je pense, à cause qu'il avait gagné les gros électeurs. Oui, c'est justement les États que Donald Trump a gagnés, c'était les États clés où que Hillary Clinton, comparativement à Barack Obama, n'a pas milité, n'a pas mis une seule exemple au Wisconsin, en Pennsylvanie. C'est vraiment des États qui sont venus à Donald Trump avec vraiment un taux vraiment très serré entre Donald Trump et Hillary Clinton. Mais c'est vraiment le manque de confiance des politiciens aux États-Unis, c'est un problème qui date vraiment depuis un bon 20-30 ans. Je parle bien du gerrymandering. C'est surtout le Parti républicain avec les tactiques de la suppression des votes. C'est tout simplement dégueulasse, la démocratie en ce moment. C'est aucunement sain. En fait, il y en a je pense que genre, la démocratie aux États-Unis, en fait, elle est menacée depuis longtemps. Puis c'est un problème, je pense, qui va persister. Puis si Trump, on en est tantôt, mais tu sais, Trump parle de contester l'élection. Je veux dire, tu sais, Trump fait en ce moment, il essaye comme de faire une attaque à la démocratie. Mais Oli, avant que tu plonges là-dedans, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a un article directement en lien avec ce que tu dis qui est sorti. C'est des élites républicaines, en fait, qui sortent sur la place publique puis qui commencent à dire à haute voix que, t'as peu, là, les États-Unis, c'est pas une démocratie. Tu sais, dans la Constitution, les États-Unis ne sont pas une démocratie. Et quand
les États-Unis ont été fondés, c'était justement une des craintes de George Washington quand ils ont fait les États-Unis avec la Constitution. Ils se sont rendus compte que ailleurs, c'était pas nécessairement des. C'était plus difficile de réunir les conditions favorables à la démocratie, puis que ça ne servait pas tout le temps l'intérêt du peuple, même qu'il y avait une certaine impression condescendante envers le peuple. Ils ne pensaient pas que le peuple pouvait décider de l'État. Puis c'est d'ailleurs pourquoi ils ont fait un système politique aussi fucké que ça, qui fait en sorte que quelqu'un avec 3 millions de votes de plus peut perdre contre quelqu'un qui a 3 millions de votes de moins. Puis les républicains sont en train de le rappeler, ils disent les États-Unis ne sont pas une démocratie. Les États-Unis, c'est différent. C'est un système électoral différent. C'est pas une démocratie. Puis moi ça m'épate là, d'entendre ça. Là. C'est tout simplement le contraire qu'ils font depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont partout, sont interventionnistes. Puis avec Trump, c'est un 180 degrés. C'est wow, OK. Et d'ailleurs, les gars, pour revenir un peu sur ce qu'on disait concernant Trump, Jay, je voulais t'entendre un peu. T'as pensé quoi du mandat de Trump? Parce que je sais que tu vas nous parler de guerre civile un peu, mais je veux savoir, toi, personnellement, t'en fais quoi du 4 ans de Donald Trump? Parce qu'on s'est éloigné un petit peu. Là. Oui, c'est ça. Je vais répondre à cette question. Moi, mon point de vue, c'est que ça a été catastrophique. De mon point de vue, j'ai pas de bonne impression de son mandat. Je pense que plusieurs personnes partagent mon point de vue. Moi, je retiens le mur avec le Mexique. Puis il a dit que c'est le Mexique qui allait payer. Finalement, le Mexique n'a pas payé. Mais il n'est même pas fini, je pense, d'ailleurs. Il n'est même pas fini. C'est juste purement symbolique. Il y en a 10% qui est fini. C'est ridicule. Ouais, c'est ça. Simplement ridicule. Plusieurs sorties sur la place publique, beaucoup de tweets controversés, beaucoup d'insultes à gauche. Il a même été bloqué par Twitter, genre 2-3 fois à cause de trucs qu'il a partagé. Ouais, c'est ça. Oui. Je te dirais que son mandat, ce que j'en retiens, excuse-moi, Seth, je te donne la parole après. Ce que je retiens de son mandat, c'est beaucoup de polarisation, c'est nourrir en fait le bébé qui crie à même la gueule. C'est ça que j'ai envie de dire pour que tu le fasses pleurer davantage. Là, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait tout son mandat pour finalement amener à l'aboutissement qu'on a aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser la parole à Ced. Ben, juste une petite parenthèse, je vais laisser la parole à Oli. J'ai une petite question à te poser aussi. Dans le fond, Trump, depuis les 4 dernières années, là, il y a. Je ne sais pas si vous connaissez comment que le système judiciaire fonctionne aux États-Unis. Il y a la Cour suprême. C'est pas genre. Ah non, la Cour suprême, Donald Trump a élu 3 personnes les juges de la Cour suprême. Ils sont conservateurs ou libéraux, genre. Il y a 3 libéraux qui sont partis, puis il a mis 3 conservateurs. Fait que là, présentement, ça va être un 6 conservateurs et 3 libéraux, ce qui fait que la Cour suprême va être vraiment déstabilisée. L'avortement pourrait être rendu illégal. C'est vraiment... Mais le Parti républicain et Donald Trump ont vraiment... l'expression en anglais, c'est « packing the court ». Il a vraiment rempli les juges républicains, vraiment conservateurs à fond, anti-avortement. Il en a mis beaucoup. Mais honnêtement, j'ai bien beau essayer de trouver une bonne affaire. J'en trouve pas. Je pense qu'au niveau des relations internationales, il s'est sorti de plusieurs pays. Il a dit les États-Unis ne vont pas aller à la guerre à l'étranger, faire autre chose. On se rappellera avec Kim Jong-un. Un peu la diplomatie qu'ils ont faite. Oui, il y avait des tensions au début, mais finalement, ils sont devenus chummés. Puis c'était rendu correct. Mais il y en a encore. Ses relations avec la Russie aussi. Mais il y en a encore, je pense. Mais les gars, il y en a encore, je pense, des problèmes avec la Corée du Nord. Je pense que ça a recommencé parce que, hier, dans le débat, justement, à un moment donné, il y a un bout qui disait qu'on a des bonnes relations avec la Corée du Nord, mais au pays, ils se sont peut-être juste serrés à la main de façon symbolique pour montrer qu'ils étaient en paix. Mais ouais. Mais moi, ce que je vois, c'est le président qui dit c'est de vos affaires, vous êtes dans votre région du monde, nous autres, on va s'occuper de nos affaires parce qu'on est des protectionnistes. Mais Donald Trump est bien proche des dictateurs. Oui, complètement. Puis, tu sais, Donald Trump, il est en opposition avec la Chine, mais en même temps, il ne dénonce pas sur la place publique qu'est-ce qui se passe en Chine, avec le génocide des Ouïghours, ouais. Le fait que la Chine est en train d'acheter l'Afrique sans arrêt, il achète les présidents. Plutôt, ils achètent la démocratie, ils les vendent avec la corruption, ils prennent des propriétés à gauche, à droite, ils commencent à faire des embargos économiques, à s'imposer avec des puissances militaires. Et puis, une fois que l'Afrique va vouloir dire, bon, on va se prendre en main nous-mêmes, la Chine va dire, t'as peu, là, t'as la moitié de tes infrastructures qui m'appartiennent. C'est pas vrai. Puis, ils vont pouvoir faire un jeu comme ça de menaces. On peut vous déclarer la guerre si
vous faites ça, si vous mettez à mal nos infrastructures qu'on C'est vous ce a qu'il payées. veut, mais c'est parce que c'est ça que Trump il veut, je veux dire. Je pense qu'au cours de ces 4 ans-là, tu t'es rendu compte que moi, ce que je me rends compte de ces 4 ans-là, Donald Trump, puis je vais enchérir, Jay, ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis parce qu'en ce moment, on est sur une espèce de lancée on veut comme, tu sais, on est sur une nouvelle, on veut être sur des nouvelles façons de penser au niveau de la vie, mais les États-Unis et la Chine, eux, continuent à se faire la guerre pour savoir lequel qui va être le plus puissant économiquement, lequel qui va manger tout le monde. Moi, je pense que les États-Unis ont perdu la guerre depuis un bout parce qu'ils ne montrent pas vraiment leur volonté de Mais vouloir. Trump veut continuer, puis tu sais, il l'a fait au mois de janvier, je veux dire. Il est allé dire à l'Iran, c'est l'Iran, je pense, qui a voulu tapocher en janvier, qu'on pensait toute la troisième Oui, guerre. oui, oui. Ben, il a tué Ouais. le Ah, il a général dit à l'Iran, en Iran. l'Iran commençait à les écœurer un peu. Ils ont fait, tu nous écœures, bon, on va aller te tapocher. Les États-Unis, ça a tout le temps été ça. Du moment qu'il y a quelqu'un qui les écœure, c'est on va te tapocher, on va aller te tapocher dessus. Je veux dire, ils veulent Mais donner- moins avec Trump, je dirais, parce que on s'entend même en ce Il moment, est par exemple, totalement il a sorti anti-guerre, le monde Donald de l'Afghanistan. Les troupes, ils s'en vont. La guerre qu'il y avait en Iran aussi, je pense que ça s'est sorti, ils se sont sortis de là Mais aussi. c'est pas en ça, c'est à Irak. cause d'autres problèmes. En ça. Irak, ouais, excuse-moi, en Irak, ouais, c'est ça. En Irak, puis il y a d'autres choses. En fait, ce à quoi on assiste, c'est une réorganisation des forces politiques mondiales et au détriment des États-Unis, en fait. Les États-Unis retournent dans le coin. Puis À en ce moment, il l'avantage y de la a Chine. plusieurs autres puissances mondiales qui vont se réaffirmer. La Russie, en premier, qui va prendre sa place. La Turquie, qui, au Moyen-Orient, a des intentions de refaire, par exemple, l'ancien Empire ottoman de la Première Guerre mondiale. Puis ils sont vraiment bien partis en ce moment. La France, qui en Europe profite du Brexit pour dire hey, t'as peu, là, nous autres, on va essayer de reprendre notre place en Europe. Par la suite, il y a la Chine, bien sûr, qui, elle, va redevenir les nouveaux États-Unis. Mais la Chine, elle, qui est on s'entend pro-communiste, totalitaire, si c'est eux autres qui s'imposent, ça va complètement en contradiction avec les démocraties occidentales qui, d'ailleurs, sont en chute libre, comparé à la Chine. Tous les marchés en ce moment sont en Chine, c'est elle qui gouverne tout. Puis l'Occident est à genoux pour avoir l'argent de la Chine. Bref, la scène politique et économique mondiale est en train de se réorganiser en ce moment au détriment des États-Unis. Mais personnellement, tu as raison ce que tu dis, mais je pense que c'est sûr que oui, en fait, la Chine et les États-Unis, c'est sûr qu'il y a encore une guerre. Je veux dire, on connaît un peu ce qui s'est passé avec la COVID, les États-Unis qui se sont mis sur le dos de la Chine pour un peu la COVID. Je pense que même la COVID, en fait, je pense que le fait qu'il y a eu la COVID aux États-Unis, on dirait que Trump a tout de suite fait le lien que vu que ça venait de Chine, ben, c'est de la faute aux Chinois. Je veux dire, on dirait que Trump, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, les gars, mais on dirait que là, Oui. Trump veut tellement genre montrer que les Chinois, c'est genre les gros bandits qu'il a dit ben, la COVID, c'est de votre faute. Mais si ça avait été un autre pays, Trump aurait-il dit ça? C'est la question. Mais c'est parce que, tu sais, en ce moment, Trump essaie, du moment que la Chine fait de quoi de tout croche, Trump en profite pour dire, ben, checkez comment que les Chinois sont tout croche, puis checkez comment nous autres, on est meilleurs que les autres. Puis je pense que c'est ça le problème, il y a une guerre entre les deux, puis comme tu dis, Jay, oui, la Chine contrôle le monde. Je pense que ce que les États-Unis veulent, c'est que la Chine arrête de contrôler le monde, puis ils essaient de faire en sorte que ça arrive. Mais ils sont juste pas capables en ce moment. Je veux dire, Trump... Ils sont pas capables, effectivement. Ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas assez puissants dans leur démocratie. Puis j'ai envie de dire, c'est peut-être une des motivations de Trump, justement, de faire finalement une dictature comme eux autres, parce qu'ils se rendent compte qu'une dictature, t'évites le blabla, t'évites les pertes d'énergie à gauche à droite, t'évites les discussions, t'évites les parlementaires, t'évites les amendements, les lois. C'est toi qui décides tout, tu sais. Fait que tu donnes bien plus de puissance. Puis la Chine, ils ont un modèle efficace pour ça, là. Ils sont très, très bons. Ben, c'est ce que Donald Trump a fait depuis 4 ans, sérieusement, s'attaquer à tous les contre-pouvoirs possibles. Il s'est fait impeach. Ouais, puis il bafoue s'est pas toutes fait les règles. impeach finalement, là, Sa destitué en français. défense, là, c'était juste, ouais, c'était rien, c'était vide. Puis il a réussi à se sauver de ça. Là. C'est mensonge après mensonge, mais il n'y a rien, il n'y a personne qui est là pour l'arrêter. On dirait qu'il peut dire n'importe quoi. Puis, tu sais, on se rend compte finalement de la fragilité de la démocratie. On se rend compte à quel point la démocratie, c'est très, très, très fragile. Et quand on a un climat social et mondial comme celui-là actuel, en plus détérioré par la pandémie, on se retrouve dans une situation catastrophique. Mais Jay, tu as raison, mais surtout qu'il faut ajouter aussi
On l'a dit tantôt, on a fait une blague au début de l'émission, la montée de QAnon aux États-Unis qui est montée fulgurante. Sans parler ici au Québec, qui en a été très dangereux, qui monte très dangereusement. D'ailleurs, il y a eu des frappes, on sait, sur Twitter, là, Trump, c'est Facebook et mon partout. Puis, ouais. Puis, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, Jay, on en parlait l'autre fois pendant la réunion qu'on faisait pour mon épisode. Puis, tu sais, tu parlais du fait que les réseaux sociaux prennent énormément de place aux États-Unis avec Donald Trump. Beaucoup trop. Puis le pire, c'est que je disais un truc, Mané, qui disait, je pense que c'est comme 40% des Américains qui s'informent sur Internet puis sur YouTube. Genre sur YouTube, ouais, c'est fou, là. C'est plate, c'est décourageant. Ouais, c'est un article qui est sorti, c'est une étude, genre, mais c'est plate de voir à quel point que Donald Trump a tellement amené une certaine malsainteté au niveau des Américains que quand tu es rendu que YouTube est ton champ de bataille pour ouais, pas juste aux Américains, mais quand tu es rendu que YouTube est ton champ de bataille numéro 1 pour t'informer, c'est ça. Puis tu sais, moi, je dis toujours que les trucs comme Radio-Québec ou mettons le studio, whatever. Les médias indépendants, là. C'est tous des trucs qui ont monté à cause de ça. L'arrivée de Donald Trump a fait monter ces médias-là. La place des médias traditionnels a été remise en question par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui embarquent dans ce bateau-là. Et même le documentaire sur Netflix, que d'ailleurs, tu pourrais nous parler un peu, qui en a parlé de ça, des gens qui s'entretuent quasiment sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est rendu une place pour se tuer. Premièrement, première mesure, en fait, c'est le fait que, bon, il y a Donald Trump qui est là, et lui, il critique ouvertement les médias traditionnels, en fait, qui sont, tu sais, par exemple, Fox News. Après ça, tu as CNN, ouais. Ah, mais t'en as un qui est pour Trump. Je pense que t'en as un qui est Fox News, eux autres sont pro-Trump, apparemment. Ils ont des... C'est ça, ils ont des... il y en a un qui est pour l'un, puis l'autre est pour l'autre. Et maintenant, capsule éducative pour nos auditeurs. En fait, aujourd'hui, j'espère ne rien vous apprendre en disant que les médias que vous écoutez ont des lignes idéologiques à respecter. Et c'est d'ailleurs de là que vient leur subvention. Radio-Canada, par exemple, qui est fédéraliste et payé à même les fonds publics décidés par les libéraux. Donc, je vous laisse un peu décider quel genre d'idéologie il y a. C'est facile, vous ouvrez votre application puis vous vous rendez compte quel genre de choses il va avoir là. On peut y aller de l'autre côté en disant, par exemple, le Journal de Montréal appartient à Québécois, eux autres sont souverainistes. Fait qu'il va y avoir du contenu plus à droite qui va être là. Maintenant, aux États-Unis, Fox News, eux autres sont pro-républicains, alors que CNN sont pro-démocrates. Fait que, on voit que déjà, à la base, ils ont tout un biais idéologique et Trump, lui, il critiquait ça à la base. Et ça l'a fait, comme tu as dit, Oli, un effritement des médias et de la réputation qu'ils ont, puis les gens ont commencé à s'attaquer de plus en plus à eux, et finalement, ils se sont repliés sur les fins fonds de l'Internet en groupuscules idéologiques à gauche, à droite, comme on a pu le voir ici au Québec avec Alexis Cossel-Trudette, par exemple. Ça l'a mené justement à cette montée-là de QAnon, puis j'écoutais cette semaine que j'ai écouté le truc enquête qui parlait, puis au départ, ça, c'était comme juste d'un bas fond de l'Internet, et quand Donald Trump est arrivé, ça l'a monté. C'est juste de comprendre à quel point que Donald Trump est comme vénéré comme un dieu par des gens, puis même, je veux dire, c'est au Québec, c'est partout dans le monde. Puis écoutez, là, c'est pas des blagues, là, il y a du monde, il y a des gens, là, qui proclament que le Québec, il y a des gens qui proclament vraiment pour que le Québec devienne comme un État américain, puis ces gens-là se considèrent comme nationalistes. C'est pas des blagues, là. C'est des gens qui sont. Il y a une totale confusion. Je veux dire, il y a tellement une malsainteté qui est amenée, et ça va amener le prochain point qui est le climat social. Je veux dire, le climat social des États-Unis et de Trump est tellement rendu loin que quand tu es rendu de vouloir annexer le Québec avec les États-Unis parce que tu es convaincu que Justin Trudeau est un traître à la nation, comme il aime bien dire, et que Legault et Arruda sont des dictateurs parce qu'ils veulent nous faire mettre un masque pour pas nous... Moi, j'aimerais ça entendre Ced là-dessus, justement. C'est quoi tes perceptions du climat social actuel? Parce que, tu sais... Au Canada ou aux États-Unis? En fait, aux États-Unis, c'est ça le titre de l'épisode. Je vais juste finir un peu. Vas-y, Oli, je vais juste terminer. Mais pour le climat social, puis exactement, donc c'est juste. En fait, c'est juste ça que je voulais dire, c'est que on est rendu dans une espèce de délai qui fait en sorte que le climat social devient de plus en plus tendu. Puis je vais te laisser poursuivre sur le climat social aux États-Unis, qui d'ailleurs est le prochain point qu'on voulait aborder. Donc vas-y, Ced. OK. Les États-Unis, là, c'est un petit peu spécial parce que tu as
as le Parti républicain puis tu as le Parti démocrate. Le Parti républicain, lui, il a bougé beaucoup plus vers la droite depuis les 20 dernières années. Il y a eu Bush qui était quand même de centre-droite américain. Là. On ne comparera pas la gauche-droite aux États-Unis, au Canada. Ça l'a changé beaucoup, hein, ça, parce que j'écoutais l'autre fois, quelques secondes après, j'écoutais un truc sur RAD l'autre fois, genre la chaîne, je pense, une des chaînes secondaires de Radio-Canada. Ouais. Ouais, Puis, tu sais, très il intéressante. disait, J'invite le monde à aller voir. ouais, j'invite fortement à y aller. Genre, je disais que, en fait, il parlait, tu sais, à quel point que les démocrates et les républicains ont tellement changé de tout côté. Tu sais, c'est quand même les républicains qui ont mis, c'est quand même les républicains qui ont mis fin à l'esclavage aux États-Unis avec Abraham Lincoln. C'était les républicains. Attends, non. Ouais, les républicains, oui. C'était les républicains qui ont mis fin à ça, puis c'était les démocrates qui étaient pour la promotion de ça. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu l'inverse qui se passe. Tu sais, les partis ont changé beaucoup de cap partout dans les années qui ont suivi, ben, dans les décennies et tout. Donc, c'est ça que c'est juste, je voulais enchérir un peu ce que tu disais. Ça, tu sais, les républicains et démocrates ont changé souvent de cap au cours des années selon ce que les Américains avaient besoin. Puis c'est comme ça qu'ils ont attiré les gens dans leur. Des années 1800, le Parti démocrate, c'était le Parti du Sud. C'était le parti, excusez-moi de le dire comme ça, c'était le parti des business et des Blancs, si je peux le dire comme ça. On parle des années 1850, autour de la guerre civile américaine, la guerre. Donc, oui, et après ça, il y a un parti, je pense que c'était les Whigs, qui après ça est devenu le Parti républicain, mais le Parti républicain, c'était le Parti démocrate des années 60. Puis ça s'est switché après, dans les années 1930 à peu près. Parti démocrate, une des années 60, a commencé vraiment. Il a toujours vraiment resté au centre. Puis dans les années 2010, il y a certaines personnes un peu comme Bernie Sanders, qui c'est des personnes un peu plus de gauche, avec de la médecine socialized medicine. Je n'ai pas le mot en français, là, mais la médecine publique, un programme public. Mais ce parti-là, dans le fond, les membres plus de gauche du Parti démocrate, c'est minime, c'est une minorité. Là. Le monde sont plus centristes de gauche, mais le Parti républicain, avec Trump, a réussi à refaire une nouvelle base. Parce qu'en 2012, avec Mitt Romney, comment que ça s'était placé? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu avec Barack Obama, c'était la Chambre des représentants était démocrate, le Sénat était républicain. Il n'y a pas de changement qui se passe. Fait que Barack Obama, depuis 2010, il a toujours été bloqué. Fait que tout ce qu'il a voulu faire, ça a été dilué par les républicains. Mais les républicains et les démocrates, aujourd'hui, ils font plus tant affaire avec eux ensemble. Avant, il y avait du bipartisan quand même. Avant ça, il y en avait, mais maintenant, ils sont de plus en plus. Il y en a pratiquement plus. Puis, je ne sais pas si vous connaissez Mitch McConnell. Négatif. C'est le leader de la Chambre au Sénat. Lui, dans le fond, il s'appelle le Grim Reaper parce que tous les projets de loi démocrates finissent morts. Lui, il dit « Je passe aucun projet de loi à part ceux-là qui m'avantagent personnellement. » Puis ils sont partis. Puis il ne se gêne aucunement de le dire. C'est complètement fou ce qui se passe complètement d'ailleurs, c'est ça, au Sénat aux États-Unis. Je pense que ce que finalement on peut ressortir de ça, c'est qu'il y a deux partis en ce moment, puis les deux partis ne collaborent pas et ça ne fait pas avancer les États-Unis, ça les fait au contraire bloquer. Et de plus en plus, là où avant les politiciens étaient capables de faire des compromis, étaient même capables de sortir d'aller d'un parti à l'autre, maintenant, ce genre de mouvement-là ne se fait plus. Il n'y a plus de républicains qui switchent démocrates. Très rare. Et l'inverse. Maintenant, on considère les autres comme des ennemis. Et ça traduit bien le climat social actuel qui, comme je le disais tout à l'heure, est accentué par la pandémie. On est stressé, on est désorienté, on est désemparé. Et je pense que c'est traduit au niveau des relations sociales qu'on a au niveau quotidien, mais également dans la politique. Et je pense que, justement, dans la prochaine partie de la vidéo, on va pouvoir aborder plus en profondeur ce sujet-là qui, malheureusement, dans le contexte actuel, est possiblement une prémisse à un contexte de guerre civile, en tout cas aux États-Unis. Oui, effectivement, parce qu'en fait,
Ben, la guerre civile, on sait, ça date de. Ben, les menaces de guerre civile planent depuis déjà un bon moment, mais sachez que le climat social aux États-Unis, ça date d'avant Donald Trump, mais on va enchérir un petit peu plus tout à l'heure parce que euh, vraiment, là, même que ce soit Biden ou Trump qui gagne, parce que tantôt on va parler de Joe Biden, on n'a pas eu la chance d'en parler encore, mais Joe Biden, on va en parler dans la deuxième partie, que ce soit Trump ou Biden, les chances que ça pète chez nos voisins sont extrêmement hautes et ça devient de plus en plus probable et de plus en plus dangereux que ça arrive. Donc, on va en aborder un petit peu plus tard là, dans l'épisode. Vous écoutez le parlementaire. Deuxième partie. Alors, nous sommes de retour pour la suite de cet épisode. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler donc de la projection de ces élections-là, mais également qu'est-ce qui pourrait se passer par après et le contexte là, dans lequel on pourrait faire face. D'ailleurs, je vais laisser Jay tout de suite en parler. Jay, la situation aux États-Unis, c'est déjà pas très... C'est vraiment morose. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe présentement là, dans les menaces et tout ce qu'on voit passer par rapport à ça depuis un moment? Oui, je vais essayer de t'expliquer ça le mieux que je peux, en fait. Mon explication va venir en deux temps. Premièrement, j'aimerais ça parler du climat social actuel aux États-Unis, qui est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, il faut le mentionner. Euh, et dans un deuxième temps, j'aimerais ça parler du fait que les élections en tant que telles ne peuvent pas bien se passer et que le scénario où tout se passe bien et que Donald Trump décide de gentiment donner son siège à Joe Biden est de moins en moins possible au fur et à mesure que les jours avancent. C'est du pelletage de nuages. Exactement. Donc, premièrement, le climat social aux États-Unis, en fait, je dirais que c'est une catastrophe actuellement, étant donné qu'on a une grosse polarisation entre la gauche et la droite. La gauche qui est directement issue des universités américaines, en fait, qui endoctrine la jeunesse par proportion démesurée, en fait, qui impose une culture de la censure, du politiquement correct également. Une gauche qui croit en fait qu'il a raison et qui va brandir l'étendard du multiculturalisme et de la diversité. Et face à ça, on a les républicains plus à droite, les conservateurs qui, eux, vont nécessairement vouloir faire en sorte que les États-Unis gardent leur attrait typiquement états-unien. Puis en fait, le débat ici va vraiment être plus axé autour de la race. Donc, la gauche va dire qu'il faut qu'on promouvoie les minorités, tandis que la droite va dire les minorités, on n'a pas à les promouvoir, on va promouvoir la majorité. T'sais. Puis, au début, on avait des gens qui étaient modérés de gauche, qui avaient des idées plutôt correctes, normales, posées. Et la même chose au niveau de la droite, des gens posés, relax, qui avaient des idées, mais qui ne s'enflammaient pas trop. Mais avec les médias sociaux, avec la pandémie, ça s'est décuplé, en fait. Puis quelqu'un qui était autrefois modéré est étrangement devenu à force de se faire bombarder tous les jours des informations qui disent qu'il y a un scandale de tel côté à gauche, il y a un tel scandale au niveau de la droite, il y a George Floyd qui se fait assassiner par un méchant blanc. Je peux t'ajouter quelque chose là-dessus? Je pense que honnêtement, on dit souvent, on critique souvent la gauche au Québec, puis on dit qu'ils sont extrémistes, mais quand tu regardes les États-Unis, excuse moi autant la gauche que la droite, les nationalistes, racistes, il y en a. Je veux ajouter quelque chose, je veux dire, la droite puis la gauche au Québec, je veux dire, je veux dire comme mon père dit, on est des curés à côté d'eux autres. Là. Ouais. Oui, parce qu'aux États-Unis... Oui, mais non, parce que tranquillement, il y a des concepts qui se font. Mais tu veux dire par quoi, Oli, par les curés? Dans le sens que, tu sais, aux États-Unis, ça a toujours été, je veux dire, l'extrême. Puis, tu sais, moi, je connais personnellement, je vais en parler un peu. Je sais que ça va paraître stupide pour un peu de gens que je mélange la musique à ça, mais si vous connaissez un peu le groupe Rage Against the Machine, les gars, en fait, c'est un groupe punk. Puis eux, ils font des chansons à connotation politique, mais les gars, c'est des extrémistes gauche. Okay? Mais eux, c'est vraiment.
sais, eux, c'est vraiment l'emblème de la gauche radicale, là. Genre, eux, c'est il faut tuer George Bush parce qu'il a fait de la merde. Faut tuer Hey l'autre. boy. Faut tuer l'autre. Non, non, pour vrai, là, ils ont des connotations. Les gars, c'est des fous, là. Je veux dire, les gars ont déjà fait fermer la bourse de C'est New genre les York. QAnon Ah, mais de, non, 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 c'est pas des QAnon. Écoute ça. Les gars de ont la fait. gauche, là. Ouais, mais les gars Ouais. ont fait. Non, même pas. Les gars ont fait fermer la bourse de New York un lundi après-midi parce qu'ils ont décidé de faire un show sur Wall Street. Il a fallu qu'ils ferment la bourse de New York à cause d'eux autres. Euh, les gars ils ont fait brûler un drapeau des États-Unis sur une scène pendant qu'ils jouaient la tune Killing de Name Off. Ils ont fait brûler le drapeau des États-Unis. Ça l'a fait un tabac médiatique comme ça se peut pas. D'ailleurs, juste demain, si ça va le temps d'aller voir la vidéo, écrivez Rage Against the Machine, Killing the Name On, Woodstock 99. Tu sais, les gars brûlent des drapeaux, ils font des discours vraiment en connotation de anti. Eux sont anti-démocratie, là. Mais vraiment, genre, eux, ils aiment ni les républicains, ni Des anarchistes. Ben ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, même à gauche, la démocratie n'existe pas aux États-Unis, à droite ou à gauche, ça n'existe pas. On en a l'exemple modèle. Ici, la gauche va être beaucoup plus égalitaire. Là-bas, la gauche, elle est complètement déconnectée d'une réalité. Et moi, c'est ça que je trouve dégueulasse. Hey, j'ai juste une petite précision. Vas-y, Seth. Pour nos spectateurs là, qui écoutent. Aux États-Unis, eux autres, là, c'est pas comme ici, comme notre système de santé public, les assurances médicaments gouvernementales, que le gouvernement investit beaucoup puis qui est beaucoup interventionniste dans l'économie, surtout au Canada. Exemple, le Québec assiste beaucoup avec les PME, les petites entreprises, puis tout ça. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus si tu es capable de te faire remarquer, tu vas avoir du succès. Sinon, tu crèves, puis l'autre va plus innover. Puis, il y a certains démocrates, eux autres, exemple comme Bernie Sanders et aussi, que eux autres, c'est un peu l'extrême gauche aux États-Unis. Leur extrême gauche, c'est notre mouvement de centre, peut-être un petit peu de gauche, mais le Parti démocrate normal, le voteur, L'électeur moyen. l'électeur moyen démocrate, il n'est pas nécessairement pour ça. Il y en a qui, exemple, ils ont leur. À chaque mois, il faut que tu payes tes subsidies. Tu as un montant à payer par mois pour avoir ton assurance santé. C'est l'Obamacare, ça, je pense pas ce que Trump non, il y a dans le fond, Obamacare, il était supposé d'avoir une option publique au début, mais les républicains l'ont goté. Fait qu'il y a Medicaid puis il y a Medicare à la place d'Obamacare. Mais Obamacare, les prix, tu as un prêt à payer par mois. Puis, mais tu sais, ça couvre, par exemple, si tu as une condition tant que tu es né, puis tout ça, c'est protégé quand même. Mais pour venir enrichir ouais, c'est ça. C'est pas Donald Trump, excusez-moi. Le mouvement de gauche puis droite, là, aux États-Unis, il est complètement différent. Puis ça dépend même aussi des États qu'il est. La gauche, par exemple, en Californie, il va être vraiment plus intense. En Californie, New York, par exemple, au Texas ou quelque chose de même, ça va être plus de centre. Mais les extrêmes se sont plus extrémisés des deux côtés, de gauche puis de droite. Mais Jay, je ne sais pas si tu voudrais. Je t'envoie là-bas. En fait, j'aimerais ça ajouter une nuance à ce que tu dis, Oli. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton point sur le fait qu'on soit tout à fait plus modéré ici. Je suis d'accord dans l'ensemble. Je veux dire, on est au Québec, on n'est pas aux États-Unis, puis j'aimerais ça le rappeler à plusieurs personnes. Mais c'est ton opinion, comme je dis, si tu n'es pas d'accord. C'est ça, le Québec n'est pas les États-Unis, puis là-dessus, je pense qu'on s'entend. Loin de loin. Sauf que de plus en plus, en fait, il y a des concepts tout droit venus des universités américaines, qui d'ailleurs sont majoritairement à gauche, là, les universités américaines, même extrême gauche parfois. Et ces concepts-là, c'est peut-être parce que vous êtes en région. Moi, j'habite à Montréal, puis je suis même à l'UQAM, tu sais, fait que je sais. T'es genre dans le royaume. Je suis dans le royaume du gauchisme, tu sais, avec la censure. Puis si tu penses pas comme nous, t'es un méchant raciste. Ils font la grève, de merde, ils font tout le temps la grève à l'UQAM. Ah ouais, puis non, mais tu sais, c'est parce qu'ils nous envoient des messages en courriel, tu sais, puis ils nous disent participer à telle manifestation, puis tu te dis, mais c'est parce que c'est pas dans mes convictions, tu sais, de faire telle manifestation. Mais la manifestation pour le prix des bananes. Il y a un consensus obligatoire dans les universités, comme à Concordia, McGill, l'UQAM, de plus en plus l'Université de Montréal également, qui sont imposées par les associations étudiantes, qui sont de plus en plus extrémistes. Et moi-même, j'ai été
dans une association étudiante au Québec. Je me suis fait renvoyer de mon association étudiante parce que j'étais un homme blanc non. hétérosexuel et qu'on représentait 80% de femmes enseignantes. Sauf que la nuance, c'est qu'il nous manquait à peu près 12 personnes sur notre comité exécutif. Donc, s'il y avait du monde qui voulait venir, ils pouvaient venir. Mais moi, on me disait, puisque tu es un méchant homme blanc hétérosexuel, tu n'as pas ta place ici. Ouais, Et ça, je ne ne l'ai pas pris. J'ai mis la clé en dessous de la porte puis j'ai dit bonsoir. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Mais pour revenir à ce qu'on. Oui, Oli, je te laisse la parole. Ben, parce qu'on venait, on disait, Jay, on va revenir un peu à nos moutons parce qu'on est parti un peu sur une dérape là, de la deuxième partie. Un petit commentaire, là. Même dans les régions, Jay, c'est quand même assez flagrant. Au collège d'Alma, là aussi, tu sais. L'université de Chicoutimi. Ouais. Dommage. Ouais. Ben, on va pas trop embarquer là-dedans. Non, Je pense que c'est pas trop vas-y, concept. Là, on dérape. Là. Dans le fond, Jay, pour revenir à ce qu'on disait, tu parlais un peu de la crise civile. Jay, à ton avis, personne. Moi, je voulais savoir, Jay, on parle tantôt du climat social. Tantôt, on va revenir un petit peu sur les scénarios. Moi, Jay, j'aimerais savoir. Tu sais, on parle souvent de Trump, Biden et tout. Bon, on essaie un peu de planter Biden dans l'optique. Est-ce que tu penses dans l'option que, exemple, que Bernie Sanders avait été là à la place de Joe Biden, est-ce que tu penses que la tension serait moins forte si c'était Bernie Sanders qui était là à la place de Joe Biden? Parce que, je veux dire, j'ai l'impression que Bernie Sanders amenait des idées il y a beaucoup de monde qui disait que Bernie Sanders jouait au centre. Moi, j'ai pensé qu'il joue. Moi, j'ai toujours dit qu'il était à gauche. Non, il était à gauche. Il était à gauche, mais Bernie. Est-ce que tu penses que Bernie Sanders est moins. Est-ce que tu penses que dans l'optique que Bernie Sanders est là, est-ce que tu penses que ça aurait changé un tournure? Non, moi, je pense pas que ça n'aurait absolument rien changé. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, effectivement, parce que la raison pourquoi Joe Biden a été élu, c'est parce qu'il savait que Bernie Sanders était trop à gauche. Mais ici, Oli, en fait, pour rectifier un peu le tir, je dirais que la crise aux États-Unis ne repose pas entre les mains d'un seul homme, ne repose pas entre les mains de Trump, de Biden, de Bernie Sanders. Ça repose entre les mains du climat social, influencé d'ailleurs par les réseaux sociaux. La pandémie, bon, même si avant, chez Barack Obama, ben, quand c'était Barack qui était président, c'était déjà là. Black Lives Matter. Black Lives Matter aussi, qui s'est rangé du côté démocrate, mais qui a fait des choses également pas correctes qu'on ne mentionne pas beaucoup dans les médias parce que les médias sont. Je pense qu'ils ont pété un target. Oui. Ils ont fait du vandalisme. Il y a beaucoup de vandalisme, des manifestations violentes aussi. Jay, on en parle de ça, puis c'est dans le contexte de la deuxième partie, de la post-élection, je veux dire. On est dans un climat social aux États-Unis. En ce moment, la campagne électorale est beaucoup basée sur. On a entendu parler quand Joe Biden a dit dans le débat à Donald Trump à propos de la suprématie blanc ou dans le FBI, dans la CIA. Genre, on est dans un. Aux États-Unis, en ce moment, on est dans une espèce de comment je peux dire? On est dans un moment où est-ce que on essaie de remettre en doute la suprématie blanche, dans le sens que les États-Unis, il n'y a pas juste des Blancs. Puis ça dérange du monde. Puis ce monde-là que ça dérange, ben, ils chialent, ils vont dans les rues. Puis le monde qui, l'autre bord, ça chiale, ça va dans les rues aussi. Fait que c'est ça le problème, c'est que là, on est dans plein d'affrontements. Puis on dirait que les élections. Il y a deux camps bien ancrés. Les élections, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, en ce moment, c'est même pas des élections pour élire un chef, c'est juste. Ben, pour élire c'est le choix entre la dictature et la démocratie, en guillemets. Non, c'est pas ça. C'est juste pour ça. Non, c'est juste pour savoir lesquels qui vont faire le moins de dommages entre les deux. Je veux dire, si tu votes pour. Mais peu importe, je veux dire, même si tu votes pour Biden, exemple, Biden gagne, John, on va en parler un peu, mais Biden gagne, Trump va contester l'élection. Qu'est-ce que ça va faire? L'extrême droite va débarquer dans les rues, tout le monde va être fâché, ça va péter de partout. La gauche va arriver de leur bord, ils vont dire à la droite d'arrêter. La gauche va commencer à péter sa droite. Oli, excuse-moi, il n'y a pas juste l'extrême droite qui est quand même. Non, mais c'est ça que je dis. Laisse-moi finir. Ouais, mais ça, laisse-moi finir. Je m'en viens avec l'extrême gauche. Puis là, si Trump gagne, l'extrême gauche va être en maudit. Joe Biden va vouloir contester. La gauche va faire quoi? La gauche va débarquer des rues, puis ils vont aller taper sur la droite. La droite va débarquer des rues, ils vont aller taper sur la gauche. Ça va faire quoi? Ça va juste faire des affrontements dans les rues devant tout. Puis si nos auditeurs pensent qu'on est en train de dire de la merde en ce moment, ben, je vous invite à écouter Justin Trudeau, qui lui-même s'est fait interpeller par un journaliste. Le journaliste, il disait Trudeau, es-tu en train de regarder ce qui se passe en bas de chez nous? T'as-tu un plan? Au cas où, est-ce que 3 petits points, puis là, ces 3 petits points-là sont remplis de sens, là. Puis Trudeau, il regarde le journaliste, puis il dit
Ouais, on est en train de se préparer, là. On sait. Justin Puis Trudeau il se y a préparer. le FBI aussi. Christopher Trey. Les forces de l'ordre aux États-Unis qui commencent à s'équiper aussi. L'armée des États-Unis. Il y a des communiqués officiels à gauche, à droite qui commencent à sortir et qui disent ouais, on se prépare. Ben, Puis la les Russie experts, et c'est pas l'Iran juste se du monde qui sont spécule. gérés aussi. Ouais. C'est que l'affaire, c'est qu'il y a des sources crédibles qui pensent dans le même sens que nous. Puis qu'à partir d'un moment où est-ce qu'on fait nos recherches, entre guillemets, on se rend compte que on est plusieurs, là, avec même le New York Post aussi. Là, Ben, ça se prépare ouais. tranquillement. Mais là, les gars, je peux-tu un peu mettre un petit peu. On peut Ben, parler un peu du. Ben, vas-y, ça, après ça, J'aurais une question à dire à vous deux. Si on Ouais, va aller sur un ouais. autre sujet, là. Ben, je veux qu'on aborde Ben, un Oli, peu je vais commencer avec toi. les post-élections parce Vas-y, qu'on Ced. n'en a pas Ouais. parlé encore. Oli, Ouais, qui vas-y. tu penses qui va gagner les élections, puis comment tu penses que ça va se dérouler après le Ok. 3 novembre? OK. Ben, personnellement, je vais commencer par dire de quoi, là. Ok. Ouais. Il y a un article qui est sorti aujourd'hui, en date du 23 novembre, parce qu'aujourd'hui, on est le 23 novembre, donc on tourne cette émission-là, on est à 10 jours du scrutin. Selon ce que les médias ont dit, si, mettons, Joe Biden, c'est une élection internationale, Joe Biden clenche Donald Trump. Là, le premier débat, là, il y a eu les deux débats. Hier, le débat, moi, je ne l'ai pas écouté parce que je faisais de l'étude, Il était quand même civilisé le débat. Sérieusement, il était vraiment plus appréciable que le premier. Trump, Biden, hier, ça a fini match nul, OK? Je veux dire, il y en a qui disent que c'est street d'affaires. Moi, je ne l'ai pas écouté. C'était match nul. J'ai suivi un peu Twitter. Sauf que, au premier débat, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que, bon, à part que c'était une cacophonie ou whatever, parce qu'avant ça, avant de dire mon opinion, je vais juste parler un peu du débat. C'était de la cacophonie, mais au débat, Joe Biden a su attaquer Donald Trump sur des trucs qu'il savait que Donald Trump allait, il savait qu'il allait patiner. On se rappelle des taxes que Donald Trump a payé 740$ d'impôts depuis 2 ans et plus. Puis moi, ce que je me dis, c'est que là, en ce moment, les États-Unis sont pognés. Ils sont pognés dans une gestion catastrophique de la COVID-19 de Donald Trump. Ils sont pognés sur le fait qu'ils veulent relancer leur économie au plus vite parce qu'ils se rendent compte que là, on a un peu l'impression qu'il y a des villes qui vont devenir comme Détroit, parce que pour ceux qui savent, qui sont au courant que la ville de Détroit a fait faillite parce que l'industrie automobile a juste craché là-bas et ça a tué la ville au complet. D'un autre côté, tu as un Joe Biden qui, lui, veut ramener l'ordre aux États-Unis, veut faire en sorte qu'il y ait moins de crimes racistes et tout. Moi, ce que je me dis, c'est le 3 novembre, moi, personnellement, je veux que Joe Biden l'emporte. C'est ça que je veux. J'aimerais ça. Je veux dire, moi, personnellement, j'étais plus tendance à Bernie Sanders. Joe Biden m'allume pas tant. Moi aussi, je suis Bernie Sanders. J'aurais préféré Bernie Sanders. D'ailleurs, on parlera peut-être de son plan tantôt à Bernie Sanders qui était comme malade. Bernie Sanders, c'est vraiment solide. Mais la grosse différence entre Joe Biden puis c'est en fait la truc en fait que je me dis c'est que Joe Biden ce qui penche dans sa balance, c'est que lui, c'est un politicien de carrière. Joe Biden est là-dedans depuis des années. Donald Trump, oui, mais Oli, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à un politicien de carrière? Je dis pas qu'il y a de quoi pareil. Je dis pas qu'il y a de quoi de mal. Je veux juste dire qu'il y a une différence entre le gars, tu sais, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il est là pour faire de la business. Il est là pour faire du cash. Joe Biden, c'est un gars de politique. Il est là pour faire de la politique, il est là pour écouter le monde. Fait que c'est ça le problème, c'est que là, il faut que tu décides. Le 3 novembre, il faut que les Américains se décident entre est-ce que tu veux que ton prochain 4 ans soit un 4 ans ou est-ce que tu vas juste faire encore de l'argent puis tu vas te foutre du 3/4 du monde aux États-Unis qui sont pas pour toi ou tu vas t'arranger pour que tu aies quelqu'un qui va t'écouter puis qui va ramener l'ordre. Moi, ce que je veux, c'est je veux que Joe Biden passe parce que si Joe Biden passe, je pense que les mouvements d'extrême droite vont être un peu anéantis, même si je le sais que ce qui va se passer après, ça va être terrible. Ils n'auront pas de chef. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis personnel, Joe Biden gagne, il y a de la violence. Il y a de la violence, Donald Trump gagne, il y a de la violence. Ça va être des deux côtés. Sauf que j'ai l'impression que moi, j'ai peur de voir. J'ai peur de la réaction de l'extrême droite le 3 novembre si Joe Biden perd. Et je sais que l'extrême droite va regarder ça puis va être proche de la rue, l'extrême gauche aussi. Moi, ce que je pense, c'est que peu importe qui va gagner, moi, je veux que ce soit Joe Biden. Et je suis pour le Parti démocrate. Joe Biden, pour moi, doit gagner cette élection-là. Et moi, je pense personnellement que le scénario, ça va être, comme Jake dit, les chances que tout le monde soit assis dans leur salon et fasse rien sont nulles. Donc, pour moi,
ça va péter, peu importe ce qui va se passer, ça va être des affrontements partout. Puis je m'attends même à ce que l'armée doive intervenir, parce que Trump avait dit que c'était l'armée qui allait intervenir dans les manifestations du Black Lives Matter, ça continuerait. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je pense. Je pense qu'il va y avoir de la merde, peu importe ce qui se passe. Puis je pense que Jay était dans la même option que moi. Toi, Jake, qu'est-ce que tu penses là-dessus? J'apporte une nuance encore une fois qui, je trouve, vas-y. serait très pertinente. En fait, c'est au niveau du système politique américain. Je pense que ce à quoi on va assister, c'est une victoire de Joe Biden, oui. Mais même s'il a une considérable avance actuellement dans les sondages, je pense que ce qui va se passer, c'est une confusion au niveau du vote, comment l'élection en tant que telle va se passer. Comme je vous l'ai dit tout à Je crois que l'heure, les gens ne vont pas comprendre comment que l'élection va se dérouler. je pense qu'il va y avoir de la magouille parce que, honnêtement, les gars, quand on y pense, il y a 33% des votes en ce moment dus à la pandémie qui vont se faire par correspondance, soit par la poste. Mais Trump Et l'avait dénoncé, ça, il me semble. je sais, mais même s'il l'a dénoncé, c'est comme ça que ça se passe. En ce moment, ils ont déjà voté, ces gens-là. On n'a Et pas le choix. le jour des élections, sur les 33% de la population, c'est quoi sur 300 millions? C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup de votes. Et le pourcentage de chances qu'on ait, ne serait-ce qu'un oubli, qu'un 50 000 votes, un tout petit 50 000 votes qui disparaissent comme ça à gauche et à droite, c'est très, très possible pour un système de poste, oui, qui serait efficace et préparé, mais qui, certes, ne serait pas capable de desservir 330 millions de personnes, tu sais. Ou du moins, là, on pourrait dire, grosso modo, 100 millions de personnes, tu sais, ou même moins, on va arrondir à 50 millions, même 50 millions, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, tu sais. Puis, le truc, c'est que je pense que Biden va gagner, mais qu'il ne va pas gagner par une grosse majorité, étant donné que le système électoral aux États-Unis donne plus de puissance aux gens des régions qui, traditionnellement, sont plus républicains et qui, également, traditionnellement, ne vont pas voter par correspondance et qui se mobiliseront plus que les démocrates. Donc, je pense qu'il va se passer la chose suivante. Trump, le soir même, va avoir une majorité de votes, étant donné que les votes qui vont avoir été mis dans les bureaux de poste vont être majoritairement républicains. Mais je pense que par la suite, dans les jours qui vont suivre, on va avoir Biden on va ouvrir les postes, les boîtes par correspondance, puis on va se rendre compte que Biden va gagner finalement dans des États à gauche et à droite. Et c'est justement là-dessus que Donald Trump va faire c'est sûr, là, c'est inévitable. Il va dire le salaud, il est en train de gagner parce qu'il fait de la magouille avec la poste. T'sais, toute la poste, comment ça se fait qu'il est juste démocrate, la poste? T'sais? Mais Trump va chercher des bébites avec tout le monde. Il va chercher des bébites avec tout le monde, c'est sûr. Il est fait comme ça, puis il prépare en ce moment. Ça serait genre, je pense qu'on est aveugle si on s'en rend pas compte qu'en ce moment, lui et sa team sont en train de préparer ça. Là. Il prépare la contestation de la légitimité de Biden. Il prépare toute la magouille par rapport au vote, la légitimité d'élection. Il jase avec les gens de la Cour suprême pour au cas où il se passe quelque chose, qu'un État, il faut qu'il recompte, par exemple, parce que c'est sûr que les votes par la poste, il va falloir qu'ils recomptent. T'sais. Mais c'est la première fois que ça arrive, genre vraiment que genre que deux personnes à la présidence se tapochent autant dessus puis veulent la faire nuance la ici guerre. qui est importante, c'est que même si Joe Biden gagne, il y a un climat social actuellement qui n'est pas un climat social de démocratie. C'est un climat social de guerre idéologique accentué par les médias sociaux et par le système, la pauvreté massive qui est engendrée par la pandémie. Il ne faut pas l'oublier, plusieurs personnes aux États-Unis ont perdu leur job. C'était une catastrophique sur le plan des cas de COVID-19 également. Ben, même les morts, les finances personnelles. Les finances publiques. Les États-Unis, là, la majorité des Américains possèdent moins de 100 $. Il faut le rappeler, ça. La majorité des Américains possèdent moins que 100 $. Ils sont endettés par-dessus la tête. Tu sais, Jay, je peux te mettre un cas, c'est parce que tu sais, Trump n'a pas aidé non plus. Ben, ça, d'après ça, je te ferai donner tu donneras ton opinion sur le jour du vote, là, mais je vais juste dire de quoi avant de te laisser la parole. Tu sais, Jay, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai pas vu Donald Trump. Tu sais, il y avait un meme maintenant qui circulait sur Internet, c'était Donald Trump, là, tu sais, le meme de Drake. Là. C'était genre aider les Américains qui sont durement touchés financièrement par la pandémie. Puis l'autre meme en bas, c'était genre, tu sais, bannir TikTok. Tu sais, genre, tu sais, Donald Trump. Donald Trump, il met comme pas ses priorités à bonne place. Puis, tu sais, il chiale que. Tu sais, il dit à Joe Biden, ouais, mais, tu sais, dans le débat, il disait,
tu veux refermer des trucs, tu veux mettre les États-Unis à terre. Mais c'est parce que, hey, mon gars, les États-Unis sont déjà à terre parce que tu n'as rien fait pour aider. Tu n'as rien fait pour aider le monde à ne pas pogner la COVID quand toi-même tu l'as pogné puis tu dis aux gens de ne pas avoir peur. En Non. plus, tu n'aides même pas le monde financièrement. Puis tu fais quoi? Tout ce que tu fais, c'est que tu remets ça sur la faute à Joe Biden par après en disant que c'est de sa faute, ces États-Unis, qu'il va juste faire fermer les États-Unis. Les États-Unis vont déjà mal. Ça allait déjà mal avant cette pandémie-là. Je veux dire, t'as tapoché des clous il a juste enfoncé le couteau dans le plaie. Oli, avant de donner la parole à Ced, permettez-moi, s'il vous plaît, mes chers Oui. collègues, de faire une dernière chose, en fait, que je trouve quand même pertinente à apporter ici, là, à ce moment-là. Vas-y. C'est que, bon, c'est sûr que Donald Trump n'a pas aidé les gens, mais c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est le capitalisme absolu, là. Ouais, c'est sûr. Le chacun pour soi. Et si tu n'es pas assez riche pour réussir, ben, tu creveras dans la pauvreté et l'insignifiance. Et c'est ça aux États-Unis, c'est comme ça. Maintenant, je tiens à dire qu'il y a quelque chose de plus grand aussi actuellement qui se passe. Et il y a beaucoup de théoriciens, en fait, des sociologues qui émettent la théorie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les gars. C'est la théorie des fins de cycle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Les parler de fins de ça. cycle. Oui, Non, les fins de pas en cycle. tout. Pas en tout, pour Il y a vrai, une non. théorie qui C'est dit, quoi? qui n'est pas vérifiée. Ce n'est pas quelque chose de vrai, mais étrangement, à chaque fois, c'est ce qui se passe. Et on dit que l'humanité est régie par une règle, en tout cas, qui dit qu'aux 80 ans, il y a toujours une grosse crise et qu'après cette crise-là vont suivre des changements sociaux intenses, profondément dans la société qui vont changer. Ben, c'est ce qui est On en train de dirait se faire. qu'en 2020, actuellement, on assiste à une fin de cycle, la fin des années, début des années 2000-2010, qui est en train de devenir une apogée avec les combats idéologiques de gauche et de droite. Je tiens à dire qu'on est une génération qui n'a pas vécu la guerre et qui n'est pas consciente du climat dans lequel on se trouve, qui d'ailleurs a beaucoup, beaucoup de similitudes avec ce qui se passait en Allemagne nazie également. Mais il y a des pays qui se demandent depuis longtemps. Et oui, Puis, mais c'est ouais, qu'on pensait en Occident qu'on était intouchable, on exactement. était invulnérable, que c'est des choses de l'Orient, du tiers-monde. Mais non, c'est des choses qui se passent et qui peuvent atteindre nos démocraties, qui sont des choses qui peuvent fragiliser les démocraties. Maintenant, si on remonte 80 ans avant, qu'est-ce qui s'est passé 80 ans? Ben, on est en La 1940, Première Guerre donc on est mondiale. en Deuxième Première Guerre Guerre mondiale. mondiale et Non, Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Ben, Guerre mondiale, ouais, on c'est est ça. dans le nazisme de Hitler, l'Allemagne qui envahit tout le monde, puis Exactement. l'URSS qui se bat. Et c'est un fin de cycle. C'est un fin de cycle. On passe de l'ère moderne à l'ère postmoderne. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Toute l'organisation mondiale a été chamboulée par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça l'a donné ce que ça l'a donné. Maintenant, on assiste à une fin de cycle. Maintenant, si on remonte 80 ans avant la Première Guerre mondiale et la Deuxième, qu'est-ce qui se passait? Avant le Euh, 1900. la grippe espagnole, je crois, non, pas Non. la grippe. Ben, c'était en 1800, on est En en 1900, 1880, il y a eu la grippe. 1880. La guerre de sécession aux États-Unis qui a mis fin à l'esclavage. Vous savez, Et c'est des voilà. choses qui étaient profondément incrustées, inscrites dans la société et qui ont justement été chamboulées par cet événement-là. On assistait à une fin de cycle. C'était le plus gros conflit mondial avec le plus de pertes humaines qui s'était jamais passé. Maintenant, si on remonte encore 80 ans avant ça, on peut aller loin. Là, on peut aller loin. Alors, L'indépendance. C'est la guerre d'indépendance, oui, mais c'est également en France la Révolution française qui a mené aux guerres napoléoniennes, qui a changé le régime de la monarchie en Europe. C'était une fin de cycle avec Napoléon puis la guerre totale. Vous savez, c'est un peu ça l'idée des fins de cycle. Puis aujourd'hui, avec l'élection de Donald Trump puis de Biden, ainsi que la pandémie du COVID-19, qui s'est inscrit dans quelque chose de plus gros, on ne le sait pas encore, on est en train de le vivre actuellement, mais peut-être que tout ça, ça va engendrer une fin de cycle. Moi, j'en suis convaincu d'ailleurs. Et il y a les années 2020-2030 vont être très, 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 très difficiles. Et on va assister à un chamboulement, la grande paix, en fait, de 1960 dans ce coin-là jusqu'à aujourd'hui, plutôt les 30 glorieuses, comme on les appelle. Tout ça, c'est terminé, c'est derrière nous. Et actuellement, on est en fin de cycle et les choses vont changer. Ben, juste pour vous dire tantôt, là, vous disiez là, que Donald il reste 9 Trump, minutes en passant. Oui, Donald Trump, il aime bien ça. Insulter, dire que le voter par courrier, là, c'est pas safe, c'est pas sécuritaire. Mais Donald Trump, depuis les 20 dernières années, a juste utilisé cette méthode-là. Il n'est pas allé en personne, genre. Non,
Depuis les 20 dernières années, il a voté par correspondance à toutes les élections. Gros président. Ah, mon Dieu. Puis, Bravo, pour Donald. dans le fond, Wouhou! Donald Trump s'est fait impeach à cause qu'il a demandé au président de l'Ukraine de trouver de la mort sur Joe Biden. Il s'est fait impeach pour ça. Donald Trump n'avait pas fini. Finalement, il a décidé d'ajouter 6 républicains. Dans le fond, là, pour le courrier, il faut qu'il y ait 6 républicains et 6 démocrates. Puis, tant que Donald Trump est rentré au début de son mandat, il n'y avait plus personne parce que les républicains ont refusé de lire n'importe qui. Donc, il n'y avait pas de dirigeant, rien par tout. Donald Trump a nommé 6 personnes, puis les 6 républicains ont nommé Louis DeJoy. Louis DeJoy, c'est le nouveau commissionnaire du courrier USPS aux États-Unis. Il a retiré des machines pour compter le courrier. Ça a fait un blocage, puis ça a carrément foutu à mort. Il a enlevé des boîtes postales, il a jeté du courrier. C'était fou, là. Sur Reddit, on voyait des images, là, il sortait les machines des bureaux, il les jetait, il les cassait, il les mettait dans des poubelles, puis il s'en foutait, là. Mon Dieu. C'était vraiment fou, là. Pour l'élection, honnêtement, là, je vois 2 scénarios qui est très probable. Soit que Biden gagne, je me base avec les sondages qui sont récemment, je sais qu'il ne faut pas que je me base là-dessus, mais globalement, Biden a 10 points par-dessus Trump. Fait qu'il y a quand même un bon avantage là-dessus, mais je vois 2 scénarios. Que Donald Trump réussit à gagner dans les États clés, comme il a réussi en 2016, la Floride, Pennsylvanie, Wisconsin. Et le deuxième scénario, c'est que Biden gagne en remportant les États clés. Parce que moi, d'après moi, je pense que l'élection va vraiment se décider sur les États clés. Et aussi, aux États-Unis, c'est plutôt un référendum sur les 4 dernières années. Ouais, les 4 dernières années de Donald Trump. Donald Trump, c'est pas un politicien. Non, c'est pas un politicien ordinaire, c'est un businessman. Puis ça paraît vraiment dans tout ce qu'il fait en politique. Les traditions, les coutumes, tout ça, avec Trump, c'est plus ce que c'était. Puis même les valeurs démocratiques, je vois pas comment. Avec les sondages présentement, je le vois pas. Je vois que les démocrates remportent la Chambre des représentants, remportent le Sénat, mais que la présidence, c'est ça que je suis le moins sûr. Donald Trump a une réelle chance de gagner. C'est ça qui est encore plus surprenant. Il y a encore 40% des gens qui supportent Donald Trump. Puis rappelez-vous qu'en 2016, Hillary Clinton était première dans un sondage, puis que c'est Donald Trump qui a gagné son élection. Il disait qu'il y avait 94% des chances qu'elle gagne. On a un cellulaire qui sonne, les gars. Oh. C'est bien correct. C'est un bloopers. Fait que Joe Biden, s'il gagne, je vois pas une présidence. Comme Jay disait tantôt, là, moi aussi, je pense que dans le fond, entre 2020 et 2030, je pense que ça va être une décennie assez mouvementée. Même si c'est Joe Biden, même si c'est Trump qui gagne, c'est sûr que ce ne sera pas le même résultat là-dessus. Je vais te faire du pouce là-dessus, Seth. Je vais te poser la question. Tu penses que cette décennie-là va avoir quel impact sur le Québec et le Canada pour conclure? Si c'est Joe Biden qui gagne, il va y avoir des changements aux États-Unis, surtout quand même avec. Je sais qu'on n'a pas parlé beaucoup de Kamala Harris. Kamala Harris, c'est une femme qui est quand même de gauche. J'ai hâte de voir ce trio-là, cette étiquette-là. Mais je suis sûr qu'il va y avoir des changements. C'est sûr pour le pétrole puis tout ça, ça va être un petit peu plus respecté avec Biden qu'avec Donald Trump. Mais si Donald Trump remporte l'élection, par contre, on peut s'attendre à du protectionnisme comme depuis les 4 dernières années. Un président sans contrôle. Mais ça dépend. Si les démocrates réussissent à avoir la Chambre des représentants ou le Sénat, si le républicain réussit à percer dans une des deux et que Donald Trump reste président, on risque d'avoir encore un autre 4 ans. Là, vous, je vous dis de quoi de drôle. Biden a dit hier qu'il allait s'arranger pour faire respecter à la Chine leurs engagements sur les changements climatiques. Non, c'est quand même assez drôle. Mais moi,
Mais tu sais, même moi, personnellement, je trouve que Biden, les deux candidatures, c'est deux candidatures qui c'est ne horrible, reflètent les pas. deux, là. Biden, c'est complètement horrible. J'aurais mieux aimé. Ben, tu sais, j'ai écouté le débat, puis je me suis fait une image un peu négative de Biden, malgré que je l'appuie, puis je me dis, moi, on dit que j'aurais mieux aimé que ce soit genre Bernie Sanders. Parce que mon gars, Bernie c'est Sanders, une ça arrête. perspective québécois social-démocrate, là, tu sais. Ouais, mais c'est Bernie même- Sanders, man, Bernie Sanders, les gars, aurait révolutionné les États-Unis à jamais, puis je suis prêt à le garantir. Ouais, mais ça Même en aurait main sûrement hostile. accentué un peu plus. Oui, Mais mais tu sais, modéré, là. je je peux te comprends juste dire pas. de quoi c'est avant Oui, que vas-y. ça, que tu conclues parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Ouais, il reste. Ouais, vas-y. Tu sais, je comprends ça, ton option de dire, ouais, Joe Biden, tu sais, que le climat social ne changera pas. Tantôt, je disais peut-être qu'il va changer. Joe Biden va peut-être essayer de changer, mais ça ne veut pas dire que ça va réussir. Mais j'ai l'impression Non, c'est qu'avec ça. Joe Biden, il y a peut-être une. Tu sais, tu peux peut-être avoir une certaine sécurité avec Joe Biden que tu n'auras pas nécessairement avec Donald Trump et ses idéologies. Moi, c'est ce que je pense. Rendu là, le problème, est-ce qu'on va le régler? On ne le sait pas. C'est sûr que, tu sais, aux États-Unis, tu as deux virus en ce moment. Tu as la COVID puis tu as le climat social. Il faut que tu t'arranges pour dealer avec les deux. Mais tu sais, c'est vrai. Mais tu sais, moi, de ce que je vois de tout ça, l'élection, là, c'est vraiment. Biden, c'est un changement qui n'est pas sûr, mais Donald Trump, c'est On s'enfonce une plus creux. ouais, c'est ça. C'est encore un autre 4 ans. On tire le l'enfer à taureau par les vivre. cornes avec Trump. Non, c'est ça. Puis moi, personnellement, je trouve que les deux candidatures, c'était pas ce que les deux avaient de meilleur à offrir. Puis je pense pas que ça représente bien le peuple américain correctement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, parfait. Bon, ben, alors, ceci complète ce troisième épisode du parlementaire. J'espère que vous avez apprécié. Hein? On était très fébrile de faire cet épisode-là. Ça faisait des semaines qu'on était préparés, puis on savait on sait que c'est de quoi les élections américaines continuent à évoluer. Surtout Donald Trump, c'est quelque chose d'assez gros à parler. On sait qu'on a très hâte au 3 novembre. Nous, on sait ce qu'on fait le 3 novembre. J'espère que vous aussi, vous allez regarder ce qui se passe chez nos voisins parce que ça pourrait être déterminant pour notre futur. Merci à tous ceux et celles qui se sont rendus jusqu'ici. C'est très, très apprécié. On vous rappelle si vous l'avez pas encore fait, de vous abonner ainsi que de lâcher un pouce bleu, étant donné que ça nous aide énormément. Merci à tous ceux qui... D'aller voir également là, sur nos réseaux sociaux pour qu'on publie du contenu. On essaie de publier quand même des trucs. Puis vous Petit commentaire, Oli, aussi. Oui. N'hésitez pas à lâcher un commentaire aussi, surtout pour les politiques américaines et tout. Là, Exactement. on aime bien ça voir aussi la communauté active dans nos commentaires. Ben, on vous remercie la gang pour ça et on va vous souhaiter bonne soirée, bon automne et prenez soin de vous, hein, respectez les règles pour la COVID, c'est très important dans la situation qu'on est, c'est nos devoirs de citoyens. Donc bye tout le monde et on se dit à la prochaine. Ciao! Au revoir.